Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 11 octobre, j'étais l'invité de CNews pour une nouvelle émission qui s'appelle On peut tous dire, à laquelle on m'avait proposé de participer en me disant qu'il s'agirait d'un débat entre politiques engagés sur les sujets d'actualité. Alors vous allez le voir, cette émission, elle ressemblait en fait au pire de ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo sur les réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que c'est une émission dans laquelle les gens s'interrompaient sans arrêt, ne s'écoutaient pas parler. Il y avait deux personnes qui avaient exactement le même avis et qui étaient en gros les républicains zémourisés, le présentateur qui allait un peu dans le même sens qu'eux, même littéralement dans le même sens qu'eux, et il y avait finalement que moi pour défendre des idées progressistes, des idées sur la hausse des salaires, sur le blocage des prix, sur la retraite à 60 ans, bref, pour développer des idées qui allaient totalement à l'opposé de ce que disaient les autres. Je vous laisse regarder cette émission, je pense qu'elle est assez pénible à regarder compte tenu de ce que vous me dites d'habitude dans les commentaires. Je pense que pour vous, elle va être assez pénible à regarder. Je vous invite à la regarder quand même pour voir comment c'est possible de faire passer des sujets néanmoins dans des émissions aussi tendues que celle-ci. Allez, je vous laisse regarder puis je vous retrouve comme toujours à la fin. Bonsoir Bruno Bonnel. Bonsoir. Vous êtes député à la REM du Rhône. Merci d'être avec nous pour cette première émission ce soir. Bonsoir Constance Le Grip. Vous êtes député LR des Hauts-de-Seine. Antoine Léaumont, bonsoir. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Et on dit bonsoir également à Kevin Bossuet. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. Merci à tous les quatre de m'accompagner jusqu'à minuit dans cette nouvelle émission. Voici le sommaire ce soir de On peut tout se dire. Éric Zemmour, candidat ou pas? Là est toute la question. C'était ce midi sur Sud Radio. Je renonçais. Beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui m'a vraiment frappé et ému, c'est quand je vais comme ça dans les villes, dans les librairies, dans les salles de province, et où les gens me disent « ne nous abandonnez pas ». Également à la une ce soir, une agression homophobe insoutenable en Essonne. Indignation générale, les habitants, eux, n'en reviennent pas. Plus ça va, plus il y a de violence chez les jeunes, malheureusement. C'est pas un quartier, comparé à d'autres quartiers, oui. C'est pas un quartier méchant ici, quoi. Une enseignante aussi agressée par un de ses élèves en pleine classe. Elle a porté plainte. Le ministre de l'Éducation devait forcément réagir. Il y a toujours à réagir à la fois avec réactivité et fermeté, et en même temps sérénité totale sur un tel sujet. Il est évident que la force doit toujours rester du côté du droit. C'est ce qui est en train de se passer. À 23h30, ne manquez pas le face-à-face de On peut tout se dire. Ce soir, entre Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, et Antoine Diers, il est porte-parole des amis d'Éric Zemmour. La politique de Marine Le Pen face à celle de Éric Zemmour. Marine Le Pen est-elle en réelle difficulté? Éric Zemmour peut-il devenir président? Le face-à-face, rendez-vous à 23h30 tout à l'heure. D'abord, l'information politique de la nuit, enfin plutôt de la soirée. La nuit est sûrement demain matin. Elle nous vient de Xavier Bertrand, ce soir, sur TF1. Je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. J'avais dit mon opposition à la primaire, qui était source de division. Les militants, les adhérents, ont entendu ce message. Christian Jacob leur a donné la parole et ils ont clairement écarté cette primaire et je les en remercie. Parce que ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. J'ai deux certitudes. Divisé, on est sûr de perdre. Rassemblé, on peut gagner et je veux gagner. Constance Le Grip, députée LR, enfin, c'est fini. Le mélodrame est fini, c'est ça ou pas? Il faut comprendre ce soir. Alors, je trouve que le terme de mélodrame est un tout petit peu exagéré. Ah bon oui, vraiment. Même si je conçois que les commentateurs et les journalistes et les analystes avaient envie de feuilletonner, je dirais, journée après journée. Ils n'avaient pas envie, c'était un feuilleton, Constance Le Grip. Non, mais... Vous avez un petit peu tendu la perche. Bah oui. Bon, moi, ce soir, ce que j'ai envie de dire... Après l'annonce de Xavier Bertrand, c'est que c'est une sage décision, que c'est une bonne chose, vraiment, sincèrement. On ne comprend plus rien. Ils finissent par... Il est candidat à la présidentielle ou il est candidat à LR, du coup, là? Il est candidat à LR ou candidat à la présidentielle? Il est candidat à cette désignation, ce match amical qui est organisé par le parti Les Républicains. Il va participer avec d'autres à
eh bien, un débat, une confrontation de style, de personnalité, d'idées. Et tout cela est sain, tout cela est vivifiant. Je pense qu'on n'a jamais, surtout quand on veut faire de la politique, qu'on prétend aller vers les plus hautes fonctions, à redouter ni la compétition ni la concurrence. Tout cela va être très intéressant. J'espère qu'on va être capable justement de susciter de l'attention, de l'intérêt et que les projecteurs des médias, l'intérêt. Pour l'instant, dans les sondages, c'est pas réussi. Hein. Non, mais les sondages, il y a une fois. Ah, mais dites pas ça, les sondages à chaque fois, messieurs. Les sondages, quand ils sont bons, il faut les écouter parce qu'on est, on est sur une dynamique. Très loin. Dès qu'ils sont moins bons, on va les écouter. On est encore très loin. Ouais. Honnêtement, les intentions de vote, tous les sondeurs honnêtes le disent, aussi loin d'une élection présidentielle, c'est quand même à regarder avec beaucoup de prudence. Antoine Léaumont, on était scotché devant TF1 avec la France Insoumise ce soir ou pas? Non, pas vraiment, mais je viens de l'écouter là, cette intervention. Il dit qu'il y aura un seul candidat de droite. Moi, j'ai l'impression qu'il commence à y en avoir quand même beaucoup. Bon, voilà, les Républicains doivent régler leurs affaires, mais après, c'est les Français qui trancheront à la fin entre ces différents candidats de droite et de gauche qui sont proposés au suffrage. Après, si les Français veulent encore un candidat des Républicains pour faire la baisse des salaires, l'augmentation des impôts, franchement, ça ne va pas servir à grand-chose. Si les gens veulent du changement, pour le coup, il y a des candidats de l'autre côté, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Oula, c'est quand même très loin, là. Oui, mais faire le grand écart, la droite, en fait, la droite est prise dans une problématique parce qu'ils ont fait pendant très longtemps la course à Marine Le Pen et la droite populaire a disparu du paysage. Finalement, le côté gaulliste de ceux qui défendaient l'État, il n'y en a plus vraiment si vous regardez la droite. Pour aller chercher des gens qui défendent le rôle de l'État, qui défendent la planification, qui défendent le fait de relancer l'activité économique par l'activité de l'État, il faut aller chercher du côté de Jean-Luc Mélenchon. Bruno Bonnell. Non, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit devenu Bruno Bonnell. Je suis ravi parce que demain, on va donc annoncer une relance, effectivement, que c'est France 2030, qui est la relance de l'État pour regarder devant. Donc, je suis ravi de voir que vous partagez mes idées. Mais non, maintenant, l'histoire de Xavier Bertrand, elle est un peu baroque parce que dire ah non, c'est pas une élection, une primaire, mais c'est un congrès. Alors bon, qu'est-ce que c'est qu'un congrès? C'est une primaire de gens qui se réunissent dans une salle, mais ça revient un petit peu au même. Donc là, je crois que ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un candidat au bout, quel qu'il soit, et au moins on aura un adversaire clair et on pourra travailler sur un programme. Kevin Bossuet. Oui, Xavier Bertrand est le candidat de l'indécision. Il y a encore une semaine, il nous disait qu'il ne voulait pas se présenter au Congrès, ou alors il fallait qu'il y aille seul, qu'il n'y ait qu'un candidat, et puis finalement, il décide d'y aller. C'est pareil chez LR. Alors, il y a encore quelques années, il trouvait Laurent Wauquiez trop à droite, donc il a décidé de quitter LR, et aujourd'hui, il revient en tenant un discours qui est encore plus à droite que celui de Laurent Wauquiez, donc il revoit en bercail. On n'y comprend absolument rien. Moi, qui suis plutôt un électeur de la droite républicaine, je me suis dit, mais qu'a-t-on fait de cette droite qui va désigner son candidat le 4 décembre et qui va laisser le peuple de droite entre les mains d'Éric Zemmour? Mais quel beau cadeau pour ce dernier. Eh bien justement, Éric Zemmour, candidat ou pas? Parce que ça commence à faire long. Là, on se dit, attendez, quand même, il faut prendre une décision. Il veut créer peut-être son parti, on va y revenir. Je ne sais pas. La politique, il faut avancer vite, non? La présidentielle, c'est demain. Alors, attendez. Une campagne présidentielle, c'est très long. Mais c'est très long. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est une course de fond. Beaucoup d'épreuves. C'est une course de fond, donc quelquefois, il faut prendre son temps, être prêt, s'échauffer longuement, méthodiquement. Vous conseillez Éric Zemmour ce soir, c'est bien. Pas du tout. Je conseille mes amis. Non, pas du tout. Éric Zemmour, sur Sud Radio, ce midi, on l'écoute. Si je renonçais, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui m'a vraiment frappé et ému, c'est quand je vais comme ça dans les villes, dans les librairies, dans les salles de province, et où les gens me disent ne nous abandonnez pas. Il y a quelque chose vraiment de très fort, d'un lien charnel entre eux et moi. Pas les abandonner. Et donc, c'est difficile de les abandonner, je le reconnais. Ne nous abandonnez pas, dit-il. Le lien charnel qui existe avec certains Français. Mais il a raison de parler comme ça, Éric Zemmour, non? Évidemment. Bruno Bonnell. Moi, s'il renonçait, ça serait plutôt un soulagement. Parce que c'est pas l'image de la France que je veux donner. Donc il faut quand même, quand il fait si je renonçais, il y aurait des gens qui se sentiraient trahis. Mais est-ce qu'il n'a pas tout compris? Parce que chez aucun des candidats, on l'entend ça, le lien charnel avec les Français. Ils me disent de ne pas les abandonner. Un lien charnel avec certains Français, pas d'autres. Déjà, on va faire le tri des bons et des mauvais. En fonction des religions, en fonction de la couleur de peau, en fonction de leur genre. Ça dépend. C'est un lien charnel, mais quand même bien ciblé. Avec les autres, j'ai pas de lien charnel. D'ailleurs, je veux les renvoyer à la baille, je préfère les renvoyer dans leur pays, je suis pas d'accord avec l'histoire. Non, faut être sérieux. Il y a tous les candidats, toutes les personnes qui font de la politique, quel que soit ce plateau, quelles que soient nos tendances, nous avons
en tout cas une empathie vis-à-vis des gens et on essaye d'avancer. Donc arrêtons de caricaturer. Après, quand on est aux manettes et qu'on est en campagne, on dit... Bruno Bonnell, lui, il le dit. Comment ça, il le dit? Mais il le dit, mais si, il le dit. Il n'est pas le seul à le dire. Mais tout le monde le dit. Qui le dit? Qui fait des déclarations comme ça d'amour aux Français? Non, c'est l'inverse. Vous avez mal lu ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amour dans les propos d'Éric Zemmour de manière générale. Je pose des questions. Surtout, c'est l'inverse. Il dit si je renonçais, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. C'est-à-dire, il dit que les gens qui viennent le voir pour avoir des signatures pour ses livres, parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est vendre ses bouquins pour l'instant. Il est en train de se faire un max de blé, bien aidé par. Vous avez bien compris que c'est dans le cheminement de sa campagne présidentielle, bien sûr, bouquin, comme vous dites. Bien sûr, mais il est en train de se faire un max de blé, bien aidé par un système médiatique qui lui fait de l'audience sans arrêt. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est les gens désirent ma candidature, vraiment, ils ont besoin de moi, etc., etc. En réalité, il est juste en train de nous dire qu'il rencontre des gens et qu'il y a des gens qui soutiennent sa candidature. Bon, soit maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on a vu dans le débat que Mélenchon a fait face à Éric Zemmour, c'est qu'il nous propose un programme. Parce que quand on regarde dans le détail ce qu'il a dit pour l'instant, il dit que les femmes ont un cerveau qui est différent de celui des hommes. Il dit que la retraite, il faudrait la passer à 64, voire 65 ans. Donc, en réalité, Éric Zemmour, c'est le candidat du système bis, quoi. C'est-à-dire, si jamais Emmanuel Macron est en incapacité de se présenter, il y en a un autre qui est prêt à faire la retraite à 60 ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi il grimpe dans les sondages? Pourquoi vous descendez? Pourquoi tout le monde descend et lui monte? Sans arrêt, tous les jours, c'est les thèmes d'Éric Zemmour. C'est l'immigration, l'islam, la sécurité, etc. Est-ce que ça ne prouve pas que c'est ce qui intéresse les Français? Non. Alors justement, non. Quand on demande aux Français quelle est la question qui les intéresse le plus, c'est la question du pouvoir d'achat. Faites des émissions sur la cherté de la vie, faites des émissions sur le prix du gaz. Là, justement, c'était un des grands sujets. C'est un des grands sujets dans la vie des Français. L'essence augmente, le gaz augmente, l'énergie augmente, le prix de l'alimentation augmente. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on passe notre temps à parler de sujets qui ne sont pas intéressants pour les Français? Ils ne sont pas intéressants? Ils sont pas intéressants pour les Français. La sécurité, c'est pas intéressant? Il se trouve que... Antoine Léaumont, sincèrement, vous savez, je ne veux pas être le porte-parole des Français. Quand je sors dans la rue ou quand j'écoute les gens parler, c'est la sécurité de leurs enfants, comment finir les fins de mois, effectivement, et surtout comment ne pas se faire agresser lorsqu'ils sortent le soir, sortir leur chien à 23h. Je vous réponds sur ça. Ça a baissé. C'est en baisse. Les agressions... Vous allez quand même pas nous parler du sentiment d'insécurité. Mais si, précisément, les agressions et les meurtres sont en baisse depuis des années. Donc il y a effectivement un sentiment d'insécurité. Je ne vais pas vous dire. Si, regardez les chiffres. Il y a effectivement un sentiment d'insécurité. Mais il est largement entretenu par des gens comme Éric Zemmour qui en parlent sans arrêt, tandis qu'il y a d'autres insécurités dont on ne parle pas. Donc en fait, il augmente dans les sondages, mais c'est parce qu'il n'y a pas trop de sécurité. Mais moi, je veux vous parler d'insécurité si vous voulez. L'insécurité alimentaire, il y a 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire. Voilà, ça c'est de l'insécurité, on pourra en parler. Mais là, vous parlez d'un autre thème. Moi, je parle de la sécurité des Français au quotidien lorsqu'ils sortent dans la rue. 2000 personnes qui meurent dans la rue chaque année, j'appelle ça de l'insécurité. Vous votez en touche. Kevin Bossuet. Non, mais la vérité, j'essaie de revenir à des sujets qui sont intéressants. Le premier allié d'Éric Zemmour, en fait, c'est vous. Ce sont vos tabous. Vous êtes en train de nier la réalité de la vie quotidienne des Français. Vous nous racontez qu'il n'y a pas de sécurité. Votre mentor, Monsieur Mélenchon, nous raconte qu'il n'y a pas de problème d'islamistes dans les banlieues où j'enseigne. Et la vérité, c'est qu'avec tous ces tabous, vous renforcez Éric Zemmour. Parce que le peuple en a marre de ce discours politicien comme le vôtre. Ils veulent quelqu'un qui parle vrai, quelqu'un qui parle juste, quelqu'un qui bouscule le politiquement correct et qui s'intéresse vraiment à leurs problèmes. Contrairement à vous, Éric Zemmour a l'amour de la France chevillée au corps. Vous avez seulement les petits intérêts électoraux de Monsieur Mélenchon chevillé au corps. Et ça fait la Bruno Bonnell. Attendez, j'ai été mis en cause, je voudrais bien répondre. Alors écoutez, parce que Bruno Bonnell va aussi nous mettre en cause et Antoine Léaumont, vous allez pouvoir lui répondre. Et après, c'est bien parce que... Pas du tout. Moi, je vais recentrer sur M. Zemmour. Au bout de la route, effectivement, il pointe du doigt des mais en fait, sujets moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on le dit, il parle des sujets qui n'intéressent pas les Français et il monte dans les... Mais c'est ce que dit M. Léaumont ce soir. Et il monte dans les sondages. Donc, à un moment donné, il y a un problème quelque part. Non, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas candidat. Donc pour le moment, on ne peut pas avoir un débat démocratique avec lui sur la totalité des sujets qui intéressent quand même les Français, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sujet. Sûr, mais le pouvoir d'achat en fait partie. M. Léaumont a clairement raison. C'est un peu monomaniaque, quand même, Zemmour. Juste ça, c'est monomaniaque. Et c'est un sujet qui préoccupe les Français et qu'il ne faut pas négliger. À côté de ça, le jour où il se déclare candidat, et il le sait, là, on va vraiment, et vous allez d'ailleurs commencer à lui poser des questions sur, j'en sais rien, la géopolitique internationale, l'environnement, qu'est-ce qu'il pense des relations qu'on devrait avoir avec différents pays, etc., etc. Ouais. Là, et c'est là que la carrure, quand même, présidentielle va se jouer. Ouais. Là, il y a un moment donné où il faut avoir les épaules du costard.
Ouais. Et M. Zemmour, il n'a pas les épaules du costard de président. Point barre. Il y a aussi un problème dans ce qui se passe aujourd'hui aux côtés de Éric Zemmour, c'est qu'il y a d'une part Éric Zemmour, et il y a d'autre part Marine Le Pen. Ils sont tous les deux apparemment clairement sur le même créneau, l'insécurité, les violences, tout ce qui s'ensuit. Il y avait Marion Maréchal samedi soir à 20h dans l'émission de Mathieu Bock-Côté. 2 candidatures dans le même camp. On lui a posé la question, est-ce que c'est gênant pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour? Ça lui inspire quoi? Marion Maréchal samedi soir sur CNews. Il est évident qu'en ayant 2 candidatures plutôt qu'une, ça ne facilite pas les choses. Quelqu'un devrait se retirer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Voilà. Bon, ça, la campagne, le temps le dira, mais il est évident qu'en ayant 2 candidatures, les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées. Je crois surtout que si ce camp veut gagner, il y a absolument un impératif à avoir qui est celui de préparer dès la campagne la manière dont le pays sera gouverné. Constance Le Grip, c'est ça le problème aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas ce qu'est le problème de la droite extrême ou de l'extrême droite. J'observe simplement qu'effectivement, dans les intentions... Mais qu'il y a trop de candidats ? Il y a trop de candidats finalement ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les intentions de vote, qu'encore une fois, il faut analyser avec beaucoup de parcimonie, en faveur d'Éric Zemmour, montent au fur et à mesure que celle en faveur de Mme Le Pen dégringole. Et qu'il est littéralement en train de siphonner l'électorat de Mme Le Pen, l'électorat globalement... Mais pas que Mme Le Pen, à droite aussi. À droite, Constance Le Grip. Mais je sais bien, un problème d'incarnation. Oui. Ça n'a échappé à personne. Et on glose à loisir sur les plateaux de télé sur notre art de la procédure et notre goût pour les longs débats qui n'en finissent pas. Non, rien de bureaucratique. Une organisation, c'est pas forcément le culte du chef. Tout le monde le petit doigt sur la couture du pantalon. On organise un débat et tout cela va prendre un petit peu de temps. Mais nous avons ce problème d'incarnation, ce qui fait que ce que nous pouvons dire, et nous avons tout au long de ces 4 années et demie de mandat parlementaire, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, défendu des propositions de loi, des amendements en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, en matière de renforcement de la sécurité publique, en matière également de lutte contre l'islamisme, dont nous pensons que le pouvoir n'a pas pris entièrement la mesure de la menace. Mais c'est vrai que tout cela n'est pas entendu, n'est pas audible, parce qu'il n'y a pas une figure qui porte ces sujets dont Éric Zemmour, effectivement, maintenant trouve à les synthétiser, et avec le sens qu'a le polémiste, bien sûr, de la formule choc, trouve à toucher les Français. Ça veut dire qu'il réinvente la politique ? C'est qu'il réinvente la politique ? Non, il est en quelque sorte un peu l'enfant de Donald Trump et des GAFAM. Il a tout compris à la communication politique, il a tout compris. Et vous n'avez rien compris, donc ? Des réseaux sociaux. Nous avons effectivement, nous, la droite du gouvernement, je dirais, peut-être tendance à... Vous avez un peu trop vieilli. À la raison. Oh, je ne crois pas, non, je ne crois pas. Non. Vous verrez, les propositions qu'on va mettre sur la table sont des propositions qui ne sont pas vieilles, entre guillemets. Mais clairement, nous faisons appel à la raison. Nous aimons la mesure et la nuance. Et tout cela à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la mémorisation du débat politique. C'est un peu difficile à défendre. Ce soir, moi j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol des Français. Ils voient les mêmes têtes depuis 20, 30 ou 40 ans. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, tout le monde. 40 ans, vous êtes sévère. Non, mais j'exagère un petit peu volontairement, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Le renouveau, ça a été Emmanuel Macron, nouvelle figure, jeunesse. Le dégagisme, d'accord, mais le renouveau, là, ça peut être aussi incarné par... Je pense que les Français en ont marre de voir les mêmes politiques. Ils ont un sentiment qu'on leur a menti pendant 20 ou 30 ans et qu'ils veulent passer à autre chose, quitte à essayer tout et n'importe quoi, comme diront certains. Mais... Bon, déjà, moi, je vois pas pourquoi vous voulez un candidat, puisque quand vous parlez d'immigration irrégulière, de sécurité et d'islamisme. Donc finalement, vous avez déjà Éric Zemmour. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre candidat pour faire le travail. Nous avons des propositions en matière d'environnement, en matière de logement, en matière d'éducation, ça, c'est des choses qui intéressent les Français. En matière d'Europe, ça va échapper à personne. Pour l'augmentation du SMIC ou contre ? Nous, on est pour l'augmentation du SMIC. Une augmentation raisonnée, honnêtement. Donc, il faut quand même faire pour l'augmentation du SMIC. Je ne sais pas, pour relancer, par exemple, la machine inflationniste, etc. Moi, je suis pour l'augmentation du SMIC à 1400 € net. Pour que le travail paye plus, en gros, que l'assistanat, nous avons des propositions très précises. Allez, Bruno Donnet, on passe à la suite. Pas du tout caillottes, hein. Rapidement. Simplement pour répondre à la question que vous avez posée quand même sur les Français en ont marre. Moi, je pense que c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que quand il y a un élu qui nous plaît pas, on est en capacité de le dégager ou pas ? Ça n'existe pas actuellement.
actuellement dans la Constitution française. Ce qu'on propose, et à la suite du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, qu'il a reproposé, nous on l'avait proposé en 2017, mais le mouvement des Gilets jaunes aussi, c'est le référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir dégager un élu en cours de mandat. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication numérique chez Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Sondage IFOP pour Sud Radio. À droite, avec la candidature de Xavier Bertrand, si jamais il passait. Macron, 25%. Le Pen, 16%. Bertrand, 16%. Zemmour, 14%. Jadot, 8%. Mélenchon, 7%. Tout à fait. Il y a bien un problème quelque part. Il y a un problème dans le sondage que vous... Voilà. Je me disais aussi... Vous savez ce que vous ne donnez pas comme chiffre ? Non. Le chiffre de l'abstention. Ouais. Dans ce sondage IFOP, le chiffre de l'abstention, c'est 50%. Oui. Donc le premier sujet, si jamais on se base aujourd'hui, sur mais parmi les 50%, c'est quand même beaucoup. Mais parmi les 50%, c'est quand même beaucoup, je suis d'accord avec vous. 8%, mais 7%, pardon. Le problème pour nous est que l'électorat le plus abstentionniste, c'est aussi l'électorat qui vote le plus Mélenchon. C'est les jeunes, c'est les milieux populaires. Parce que c'est les jeunes et les milieux populaires. Et eux, par définition, ils votent Mélenchon. Mais ils vont pas voter, mais ils votent Mélenchon. Alors, écoutez, attendez, ça tient pas la route. Faut être logique. Vous me laissez répondre sur ça. En 2017, non, parce que là, il faut pas dire n'importe quoi. Si vous dites non, c'est en l'occurrence, c'est pas moi. Je vous donne la base de ce qui s'est passé en 2017. Les 18-24 ans, ils ont voté à 30% pour Mélenchon. Ils ont voté à 21% pour Le Pen et ils ont voté à 18% pour Et ils ne votent plus. Et ils ne votent pas aux élections intermédiaires. Pourquoi ils ne votent pas aux élections intermédiaires. Pourquoi ils viennent pas défendre vos idées ? Parce qu'aux élections intermédiaires, les jeunes et les milieux populaires... Non mais là, on parle d'un sondage présidentiel. Précisément, je suis en train de vous dire qu'il y a un problème avec ce sondage qui est qu'à mon avis, il n'y aura pas 50% d'abstention à la présidentielle. Donc on verra ces chiffres évoluer. Attendez, effectivement, s'il y a 50% d'abstention à l'élection présidentielle, ça sera quand même le principal problème. Exactement. C'est pas le score que vont faire les uns ou les autres. Juste, et pour terminer. Ma réponse à moi, c'est ça. C'est que le vrai problème, il n'y a jamais eu autant d'engagement, notamment vis-à-vis des jeunes dans ce pays, dans les ONG, dans les combats, dans le climat, tout ce que vous voulez, et il n'y a jamais eu autant de désintérêt pour la politique. Donc il faut qu'on arrête de se raconter des fadaises, que ça soit les extrêmes à gauche, que ça soit les extrêmes à droite, ou que ça soit les partis dits de gouvernement, on n'a pas réussi à réconcilier les Français avec la politique. On ferme le dossier Zemmour. Je voulais absolument qu'on parle également ce soir de cette enquête ouverte après le lynchage homophobe d'un jeune homme à Montgeron dans l'Essonne. Ça s'est passé le jeudi 30 septembre dans un quartier dit sensible. Un jeune homme de 17 ans, mineur, roué de coups de poing, de coups de pied, avec des ricanements en toile de fond, avec des dizaines d'individus qui étaient sur lui, vêtus de noir. Enquête du chef de violence en réunion à raison de l'orientation sexuelle et par des raisons se dissimulant le visage. Qu'on nous dise qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité ce soir, c'est pas possible pour les victimes aujourd'hui qui en sont victimes. Clairement, je vous le dis, il y a de l'insécurité en France. Disons-nous les choses. Cette histoire tragique, on vous la raconte depuis ce matin sur CNews. Montage Mathieu Rio, Brice Boulogne. La vidéo a circulé toute la journée sur les réseaux sociaux hier. Une dizaine d'individus en train de rouer de coups un jeune homme à terre jusqu'à ce que cette mère de famille et cette jeune femme s'interposent pour le protéger. Je trouve ça choquant que les gens filment encore maintenant en 2021 plutôt que d'intervenir. Là, on le voit bien sur la caméra, ce sont de très jeunes adolescents. On a des, à chaque fois qu'on a ces phénomènes de bande, pour les 2/3 d'entre eux, ce sont des mineurs. Plus ça va, plus il y a de violence chez les jeunes, malheureusement. Ce genre d'agression, malheureusement, on les a toujours connues. Et malgré tout, aujourd'hui, on en diffuse effectivement sur les réseaux sociaux, ce qui alimente et ce qui permet en fait de reproduire ce genre d'action et d'agression. La réponse judiciaire est parfois longue et surtout souvent pas très sévère et avec notamment des mesures éducatives qui arrivent parfois 3 ans après les faits. Donc un sentiment d'impunité qui renforce le passage à l'acte. Antoine Léaumont, c'est là où je vous en veux. Quand vous me parlez de sentiment d'insécurité, vous lui dites quoi à cette victime aujourd'hui ? Déjà, je lui dis ma solidarité ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Maintenant, je veux bien revenir sur les chiffres. Il y a eu moins de signalements l'année dernière pour des actes homophobes. On peut s'en réjouir. C'est quand même une bonne nouvelle que ça diminue. Après, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un scandale. C'est une honte. Ils doivent être punis et durement. Nous, on avait proposé, il y a eu une loi qui est passée assez récemment à l'Assemblée nationale pour interdire les thérapies de conversion. Vous savez, enfin les prétendues thérapies de conversion, c'est-à-dire ces prétendues thérapies qui veulent faire changer l'orientation des gens à coup de parfois torture en réalité pour faire que des gens qui sont homosexuels deviennent en réalité autre chose.
nous, on avait fait une proposition à l'intérieur pour que l'égalité en fonction de l'orientation sexuelle et de l'orientation de genre soit inscrite dans les programmes scolaires. Ça n'a pas été accepté. C'est dommage, on voit à quel point ça aurait été utile d'enseigner aux jeunes qu'on doit être égaux, quelle que soit notre orientation sexuelle. Vous pensez que celles et ceux qui se sont acharnés sur ce pauvre jeune homme auraient été sensibles aux avances que nous fait ce soir Antoine Léaumont? Non, mais je parle de formation. Après, il faut de la sanction quand ils sont évidemment. Et c'est vrai que quand on entend la gauche et l'extrême gauche, on entend que l'homophobie viendrait des catholiques intégristes ou viendrait de l'extrême droite. C'est vrai en partie. Mais aujourd'hui, l'homophobie ne vient pas que de là. L'homophobie vient également des banlieues. L'homophobie provient d'une partie de la communauté musulmane sur fond d'islamisme, provient d'une partie, en effet, du musulman. Je ne dis pas tous, mais c'est les réalités. C'est la même chose avec les juifs. Aujourd'hui, il y a un nouvel antisémitisme. Il y a aussi une nouvelle homophobie. Et il faut le dénoncer, monsieur. Sinon, vous faites la part belle à cette homophobie qui est en train de s'emparer de nos quartiers. Vous êtes en train de faire la part belle à l'extrême droite. Dans nos quartiers, quand on est homosexuel, on est obligé de raser les murs. Non, ce n'est pas normal. Moi, j'aimerais que les homosexuels aient les mêmes droits qu'au centre de Paris, dans le Marais, qu'en Seine-Saint-Denis ou encore dans la banlieue lyonnaise ou marseillaise. C'est ça la République. Et quand vous niez une partie de l'homophobie, en fait, vous contribuez véritablement à rajouter une pièce dans cette homophobie qui vient des cités. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça que les électeurs n'acceptent plus. Et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus bas dans les sondages. Vous êtes en train de faire exactement ce que vous reprochez à ces gens. Vous êtes en train de stigmatiser des gens pour leur religion. Je ne stigmatise personne, monsieur. J'ai dit une partie. Et heureusement que c'est qu'une partie et une petite partie. On va vous laisser. Constance Le Grip. Je trouve ça absurde de remettre une couche. C'est votre aveuglement qui est absurde. Constance Le Grip, votre sentiment à vous ce soir. On parlait tout à l'heure avec Antoine Léaumont de ce sentiment d'insécurité. Tout le monde aujourd'hui, on vient à se dire qu'il y a un réel problème de sécurité aujourd'hui en France. Il y a un problème en direction aujourd'hui aussi dans les banlieues et en direction aussi des homosexuels par exemple aussi, on le voit. Dans les villes moyennes comme dans les grandes métropoles en France, je suis désolée, les chiffres c'est là. Alors le chiffre des homicides est un critère parmi d'autres, il n'est pas du tout représentatif. Il est en baisse. L'état de la délinquance, je vous renvoie aux écrits d'Alain Bauer en la matière qui sont assez éclairants. Non, il y a une véritable insécurité, les chiffres de la délinquance montre une augmentation de très nombreux agrégats de la délinquance et c'est l'échec, en grande partie, l'échec de l'actuelle politique menée par le ministre de l'Intérieur. S'agissant de cette agression, qu'il faut bien sûr condamner avec la plus extrême fermeté. Alors excusez-moi. Abject que dans les rues d'une Constance Le Grip, ce genre de choses. Et puis alors surtout, ce qu'il faut vraiment dénoncer aussi, c'est que des très jeunes gens filment et postent sur les réseaux sociaux. Déjà ça oui, mais moi ce qui m'agace au plus haut point, ce sont les politiques qui disent il faut dénoncer, mais on dénonce toutes les semaines le même genre d'incivilité ou encore d'agression. Non mais d'incivilité au quotidien, d'agression. Mais nous portons des propositions. Mais oui, mais les propositions, ça ne fonctionne pas, Bruno Bonnel. Pardonnez-moi. Celles et ceux qui ont fait ça vont être relâchés dans quelques jours parce qu'il n'y a pas de place en prison pour les mettre en prison. Écoutez, alors dans ce cas-là, merci d'amener la conversation. Bruno Bonnel. Les promesses de construction de places de prison supplémentaires faites au début du quinquennat par Emmanuel Macron ne se sont absolument pas. Bruno Bonnel. Et il n'y a absolument pas de sévérité dans la réponse pénale. L'émission s'appelle On peut tous dire. Donc il y a deux techniques. Soit on passe la soirée à se jeter à la figure des chiffres. Le garde des Sceaux a annoncé 15 000 places de prison d'ici 2027. C'est pas un hasard, parce que pour construire une prison, il faut 5 ans, entre les recours et les machins. Donc tout a été engagé. Et en 2027, il y aura bien 15 000 places de prison. Donc après, on va me dire non, c'est pas vrai, oui, c'est pas vrai. Il y a ce sentiment d'impunité. Je voulais juste aller au bout. On peut soit faire ça, qui est horrible, s'envoyer à la figure les chiffres des homicides qui descendent, qui montent, etc. Soit des généralités, des banalités du genre est-ce qu'il y a plus d'homophobes dans les quartiers populaires que dans les quartiers UP? Il y en a partout, c'est dégueulasse, on n'en veut pas, et il faut le condamner. Après, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. À la base, oui, on a un problème d'incivilité, parce qu'on a perdu des repères. Ouais. Ces repères, on les a perdus, et il y a eu des propositions qui ont été faites. Le service national universel, par exemple, qui est poussé maintenant, notamment dans la notion d'engagement, pour réarmer
remettre dans la tête des gens l'idée de dire mais nous sommes des communautés. Alors soit on dit c'est la droite, c'est la gauche, mais Bruno Bonnel, celles et ceux qui ont fait ça, ce sont celles et ceux qui iront peut-être demain agresser des policiers dans la rue parce qu'ils sont policiers. On est entièrement d'accord que c'est une mais oui, mais c'est même pas une perte de repères. Mais non, c'est même au-delà de ça. C'est ce que je suis en refus train de l'autorité, refus de l'ordre, refus de la sanction. Ce sont des jeunes qui n'ont justement ce sentiment d'impunité, mais qui auront même une fierté. Mais qui sont vent debout contre la République. Mais oui. Voilà, mais c'est ça, mais il faut le dire. Ils sont vent debout contre la République. Parce qu'on ne les a pas mis dans un creuset républicain, comme dans d'autres temps, il y avait ce qu'on appelait le service militaire. L'essai du service national universel, le SNU, semble mordre, en tout cas dans les populations où il a été. Il faut continuer ce travail de prévention. Tout le reste, à dire on va les mettre en prison, mais ils en tirent des galons. Moi j'ai fait 3 mois parce que j'ai cartonné un gars qui était homosexuel dans la rue. Tiens, ce coup-ci je vais me faire un flic, j'en ferai peut-être 6. Parce que la logique de ces gens-là n'est pas la nôtre. Il faut les ramener à une civilité. Je comprends pas pourquoi il y a besoin de parler. Il y a besoin de parler du SNU alors qu'il y a quand même un truc qui s'appelle l'école, qui est censé être le lieu où... Justement, vous êtes en parler de l'école là, on va y arriver. On va en parler, mais justement, ça arrive dans 20 secondes. On va en parler de l'école. Justement, on va en parler. Mais il y a quand même un lieu qui s'appelle l'école. Moi, je vous ai dit, on a fait une proposition très concrète, c'est que ça soit enseigné à l'école. Parce que... Mais justement... Alors, attendez. Antoine Léon, pardonnez-moi. Attendez, laissez-moi juste... Pardonnez-moi. Alors, finissez la phrase. Si c'est possible. Parce que là, vous êtes sur un terrain glissant. Vous êtes tous en train de dire, mettons tout le monde en prison, ouvrons des places de prison, etc. Victor Hugo disait une chose. Moi, je vous dis un truc. Celui qui agresse, il va en prison, point barre. On ne veut pas mettre tout le monde en prison, arrêtez de dire ça. Moi, je vous dis que si quelqu'un m'agresse demain, je veux qu'il aille en prison. Moi aussi, je veux que les gens aillent en prison si jamais ils sont agressés. Maintenant, il y a une chose qui s'appelle l'école. Et Victor Hugo, à juste titre, disait quand on ouvre une école, on ferme une prison. Commençons par là. Justement. Agression, on l'a vu, de ce jeune homme homosexuel en Essonne. Agression toujours, cette fois-ci à l'école. Dans un lycée, le lycée Jacques Prévert à Comble-la-Ville. Là-bas, c'est une enseignante qui a été victime d'une violente agression en plein cours. Vous allez voir les images dans quelques instants. Réunion de crise, sécurité renforcée aux abords de l'établissement scolaire, dont la présence effectivement, sûrement, malheureusement, de policiers. L'enseignante a déposé plainte aujourd'hui en fin de matinée. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire avec une circonstance aggravante en l'état des faits sur personne, bien sûr, dépositaire de l'autorité publique. Montage Mathieu Rio, Brice Boulogne. Vous, madame, voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école et ne me touchez pas, Yacine. Ça m'a choqué, ouais. 24 élèves qui n'ont rien fait, finalement, parce que l'élève, il la pousse comme ça et il n'y a qu'un élève qui se lève. Mais il ne s'est pas levé avant, il aurait pu se lever avant. Hein. Ils sont 24 dans la classe, mais ils n'ont rien fait. C'est quelqu'un de turbulent et ça m'étonne vraiment pas qu'il ait fait ça. Avant, l'école était un sanctuaire. Aujourd'hui, c'est le prolongement et la continuité de notre société. La violence qu'il y a à l'extérieur, c'est la violence qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, on a la chance, si j'ose dire ironiquement, avec l'éducation nationale, de partager les mêmes voyous. On a ces mineurs qui foutent le Bronx dans les classes, mais aussi qui veulent mener la loi du plus fort sur la voie publique. Ça a été fait sur le coup, comme il était filmé, il s'est senti pousser des ailes. Le garçon qui a fait ça sera sévèrement sanctionné. Bien entendu, je laisse le processus se réaliser maintenant sur le plan disciplinaire, mais il est évident qu'il doit être écarté, rescolarisé très différemment. Nous avons des structures spécialisées pour cela et c'est ce qui sera fait. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Votre sentiment à vous, lorsque vous voyez ces images et lorsqu'on vous dit aussi finalement, et on l'entend beaucoup, vous avez raison Antoine Léaumont, c'est le rôle de l'école d'éduquer ces jeunes. Oui, écoutez, ça m'a évidemment choqué, mais je ne suis pas étonné, parce qu'évidemment, ce genre de fait, on le rencontre assez quotidiennement au sein de l'éducation nationale. Ce sont des insultes, ce sont des vexations, ce sont des élèves, en effet, qui se tabassent entre eux et qui rendent véritablement la vie au sein de l'école impossible. Mais la vérité, moi, ce qui m'a fait rire, si vous voulez, au cours de ces dernières heures, c'est de voir tous ces enseignants de gauche qui étaient là complètement émus et qui ont toujours à la bouche la culture de l'excuse, qui disent toujours mais il faut excuser ces pauvres petits. Finalement, ils payent aujourd'hui le fruit de leur idéologie. La vérité, c'est qu'il y en a marre, en effet, de ce laxisme, aussi bien dans l'éducation nationale qu'en dehors. Si cette agression n'avait pas été filmée, ça se trouve, il y aurait eu peut-être quelques heures de colle, il y aurait peut-être eu un petit conseil de discipline et on en serait resté là. Le métier de professeur, c'est un beau métier. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut plus l'exercer. Dites-moi si je me trompe. Oui.
J'ai le sentiment que ces jeunes-là qui filment, ce jeune homme qui pousse littéralement d'une manière violente son enseignante, ils ne veulent pas apprendre. Ils sont là, mais ils sont là parce qu'il faut être là. Mais ils ne veulent pas apprendre. C'est ça aussi le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des élèves, parfois, je dis bien parfois, parce que pas tous et heureusement, qui sont en classe, qui sont en cours et qui ne sont pas là pour apprendre, qui sont là pour foutre le bordel. Bien sûr, et ça c'est la tyrannie de la minorité. On a des gamins qui sont formidables dans nos collèges et dans nos lycées. Vous avez toujours une minorité, en effet, qui gâche le travail de toute une classe. La gauche nous parle tout le temps du droit à l'éducation pour tous. Mais quand vous laissez agir ces gamins-là, c'est le droit finalement à l'éducation pour personne. Donc à un moment, il faut créer des structures adaptées parce que ces élèves-là n'ont rien à faire dans une salle de classe. Ils ont besoin, en effet, qu'on leur réapprenne les bases, finalement, de ce qu'est un comportement, de ce qu'est la civilité, de ce qu'est le respect. Et nous, on ne peut pas le faire dans nos salles de classe parce qu'on est complètement démunis. Et on doit surtout s'occuper des autres. Moi, j'en ai marre de devoir m'occuper de ceux qui font le bazar et de devoir délaisser les petits gentils qui ne veulent qu'une chose, réussir par et avec l'école de la République. Constance Le Grip. Oui, clairement, je crois que ce que Kevin Bossuet désigne comme la culture de l'excuse, dans cette matière-là, comme dans beaucoup d'autres, également les agressions qui, pour le coup, elles, se multiplient à l'encontre des forces de l'ordre, a produit, et on le voit maintenant à très très large échelle, des effets délétères, des effets absolument délétères. Un sentiment d'impunité, il y a toujours des explications sociologiques, sociales, la réalité, par-delà la perte évidemment de repères et le non-respect de l'autorité et de toutes celles et de tous ceux qui incarnent l'autorité, qui par exemple portent un uniforme, etc., c'est un refus du fait même que la vie en société comporte des règles, des contraintes, qu'il y ait une courtoisie et une façon de savoir vivre ensemble, et tout cela a volé en éclats depuis beaucoup trop longtemps, pour toute une série de raisons, dont effectivement l'idéologie peut-être héritée de mai 68 qui a gangréné assez largement l'institution scolaire, mais d'autres raisons également. La machine à intégrer, la machine à assimiler ne marche plus, les méthodes pédagogiques elles-mêmes se sont tellement modifiées au cours des réformes qui se sont accumulées que les enseignements eux-mêmes ne sont plus aussi bien formés que ce fut le cas il y a quelque temps encore. Et donc on paye maintenant la facture. Les solutions de Bruno Bonnell. Alors je ne sais pas si j'ai des solutions, mais j'ai des observations. En tout cas, que moi j'ai été content d'apprendre que l'agresseur va être condamné sévèrement, évidemment, mais également les gens qui filment. Bien sûr, c'est à savoir qu'à partir du moment où on commence à laisser médiatiser ce qui se passe dans l'école, on va vers des dérives qui sont... 3 interpellations, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Non, mais c'est important de le rappeler parce que... Mais attention, il faut le rappeler, interpellation, mais il faudra voir ce qui s'ensuit dans le prochain jour. Ça, c'est toujours pareil. La deuxième chose, c'est que je reviens à cette réflexion. J'ai entendu dans les reportages que l'individu en question était majeur et qu'il y avait eu des problèmes depuis la seconde. Et que effectivement, on est en droit de se poser la question là du rôle là de l'école qui connaît l'élève. J'accuse personne, mais de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce type d'élève et de dire qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que encore une fois, on peut anticiper. Maintenant, ça n'enlève rien au geste qu'il faut condamner très sévèrement. Et je pense que le ministre a été clair là-dessus. Mais restons quand même à penser que ce sont des exceptions. Oui, mais on n'est pas. Non, mais on n'est pas dans. Mais oui, mais le problème, c'est ça. Mais non, mais ce ne sont pas toutes les salles de classe et tous les élèves d'un certain type. Ah non. Quand on a entendu le prénom, c'est un prénom qui résonne quand même. Mais vous voyez, en fait, vous allez dans une démonstration et hop, après vous faites quasiment demi-tour sur vous-même. Je ne fais absolument pas demi-tour sur moi-même. Je suis en train de vous dire, ne laissons pas glisser l'idée. Est-ce qu'on a dit à aucun moment on a dit qu'il y avait un laxisme dans l'école? On parlait notamment des tendances de gauche de l'école ou de droite de l'école. C'est tout, c'est la culture de l'excuse, mai 68, etc. Je trouve extrêmement dommage qu'il faille des actes aussi dramatiques que celui-ci pour qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans l'école. Ah non, je suis désolé, ça fait des années et des années qu'on a cessé de baisser les moyens de l'école. On a supprimé les psychologues, on a supprimé les psychologues scolaires. Vous allez nous faire pleurer. Mais monsieur, vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant et je ne me reconnais pas dans votre discours puisque vous avez contribué à détruire l'école. Nous, on a besoin d'une restauration de l'autorité. Vous promettez plus de postes. Vous êtes complètement hors sol, monsieur. Donc, si vous voulez, venez avec moi dans ma
Venez avec moi dans ma salle de classe et je vous montrerai les problèmes éducatifs que nous avons et vous verrez que ce ne sont pas vos solutions qui sont viables. Vous voulez quoi, des flics dans les classes, c'est ça? Non, pas du tout. Alors vous voulez quoi? Plus l'autorité des enseignants et arrêter ces chimères autour de manque de moyens. On est obligé de mettre aujourd'hui des policiers, pardonnez-moi, devant un lycée pour assurer la sécurité ou non des enseignants qui vont aller travailler aujourd'hui ou dans la semaine prochaine dans ce lycée où la pauvre femme a été violemment agressée. Pardonnez-moi, ça vient à nous les policiers, on ne veut pas des policiers, ils sont obligés d'être là parce que la sécurité n'est pas assurée aujourd'hui dans des lycées français. Donc est-ce qu'on peut en parler sur la base de propositions concrètes? Parce que là vous dites tous des trucs très généraux en disant culture de l'excuse. Non, moi je vous fais part de mon vécu. C'est insupportable, punaise, vous laissez jamais parler les gens. Il n'y a pas moyen de dérouler un truc. Alors, allez-y. Si on veut s'intéresser à ce qui se passe dans l'école, supprimer les psys scolaires pour des gens comme ça dont on nous dit, c'est un de ses collègues, ses amis de classe qui dit c'est quelqu'un de turbulent, ça m'étonne pas qu'il ait fait ça. Bon, et ben quelqu'un dont ça nous étonne pas qu'il ait fait ça, s'il était allé chez le psy scolaire, et il aurait peut-être eu un truc. Antoine Léaumont, moi quelqu'un de turbulent quand j'étais à l'école, c'est celui qui lançait des bouchons devant les autres. Je vais arrêter d'écouter ce que vous dites parce que sinon c'est pas possible. Mais Antoine Léaumont. Ensuite, des aides scolaires, ça aiderait les profs à avoir autre chose à faire que gérer justement les élèves turbulents. Ensuite, avoir 42 élèves par classe dans certaines situations, c'est pas possible de gérer des élèves quand on en a 42. Donc c'est parce qu'ils sont 42 qu'ils sont violents. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on en a 42 que c'est pas possible de les suivre aussi sérieusement à la suite. C'est parce qu'il y a de moins en moins d'aides scolaires que c'est pas possible pour les profs de faire leur travail qui est de s'occuper des gosses et de leur apprendre des choses. Vous vous rendez compte que c'est invendable ça. C'est invendable parce qu'il y a des classes où ils sont 42 et où ça se passe bien. Il y a des élèves modèles qui font des parcours malgré les classes de 42. Non, mais attendez. Il y a un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, on peut continuer à dire c'est la faute des moyens, c'est la faute de ceci, c'est la faute de ça. Au départ et à la base, c'est bien la faute il y a une perte de cette idée de civilité, il y a une perte de cette idée de hiérarchie du professeur dans une classe. Pardonnez-moi, excusez-moi, la violence ne se fabrique pas dans l'école, dans la classe. Elle vient de l'extérieur. Donc arrêtons de débattre sur ce que pourrait fabriquer l'école. Qui a dévaloriser le métier d'enseignant? Qui a fait que les enseignants payaient une misère quand ils arrivent en tant qu'enseignants? Qui a laissé les enseignants Antoine Léaumont, pardonnez-moi, lorsque j'étais élève, il n'y a pas si longtemps que ça, les profs étaient payés, je pense, pas pareil, et on respectait les professeurs. Quand l'État dévalorise sans arrêt le rôle des enseignants et les met dans des situations comme ça, il les met dans une situation. D'accord, donc c'est la faute de l'État et ce n'est pas la faute de ces jeunes parce qu'ils sont perdus et l'État ne fait rien pour les sauver. C'est ça. La culture de l'excuse qui a tué l'éducation nationale. Voilà. Non, je n'excuse pas cette personne qui est de toute évidence violente. Mais finalement, c'est pas de sa faute. Il faut qu'elle soit sanctionnée. Elle va l'être. Elle l'est déjà puisqu'elle est virée du lycée temporairement. Mais il faut qu'on l'accompagne, c'est ça. Mais vous voulez faire quoi? Mais je vous demande. Non, c'est une question. Posez-vous la question. Et vous n'avez aucun mot pour la professeure. C'est ça qui me choque. On fait quoi? Et il y a un mot pour celle qui a été violente. Il l'a dit tout à l'heure. Je viens d'en avoir plusieurs. Il l'a dit. Vous voulez bien. Par contre, vous avez aucun mot pour condamner. Vous avez parlé de culture de l'excuse. Vous n'avez rien dit et vous n'avez rien dit à part parler de culture de l'excuse. Aucun d'entre vous n'a dit que c'était scandaleux ce qui s'était passé dans cette salle de classe. Donc la culture de l'excuse, vous allez vous calmer 2 minutes parce que vous êtes sur une base qui n'a pas de sens. Maintenant, si on peut venir sur ça. Les gens, ce qu'ils constatent, et les professeurs en particulier, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont besoin de moyens financiers. Ils demandent même pas. Toujours plus. Exactement. Plus d'argent, plus de fonctionnaires, plus d'argent, plus vous savez quoi? Vous savez. Vous n'aurez en fait, Antoine Léaumont, vous savez ce que. Non, mais vous savez ce que veulent. Est-ce que vous savez ce que. Antoine Léaumont. Vous le comprenez pour la police. Après avoir supprimé des postes dans la police, par ailleurs. Sarkozy, quand il était au pouvoir, il a supprimé des postes dans la police. La police, c'est pas uniquement une affaire d'effectifs. C'est une affaire de moyens, c'est une affaire d'emploi de la force. Antoine Léaumont. C'est pas seulement une affaire d'effectifs. Matière de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne, le continuum de sécurité, le fonctionnement de la chaîne pénale, etc. Donc, le toujours plus de fonctionnaires, en soi, n'est pas une solution satisfaisante. Si, figurez-vous. Quand on est peut-être d'extrême gauche, oui. Mais je ne suis pas d'extrême gauche, je suis un étatiste. Donc figurez-vous que si on avait plus de fonctionnaires, par exemple à Bercy, pour aller contrôler les fraudeurs du fisc, si on avait plus de fonctionnaires dans l'école, si on en avait plus dans l'hôpital, si on en avait plus dans la police, peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Antoine Léaumont, est-ce que vous savez ce que veulent les professeurs? À force de détruire l'État en supprimant les postes de fonctionnaires, voilà le genre de situation dans lesquelles on se Est-ce que vous savez ce que veulent les professeurs? Oui, les professeurs veulent. Non, ils veulent des élèves qui entrent dans leur
classe et qui respectent le professeur. Bah voilà, Tout simplement, ils s'en foutent des moyens. Ils veulent des gens qui respectent les policiers, les caissiers parfois aux caisses du supermarché et les professeurs. Le respect, moi aussi, c'est tout. Moi aussi, je veux totalement. Moi aussi, je veux totalement d'un monde dans lequel on respecte l'autorité. Non, mais vous, c'est les pauvres. Dans lequel on respecte non, mais excusez-moi, lorsque je vous écoute, c'est les pauvres, ils ne respectent pas les enseignants parce qu'ils sont mal accompagnés, donc il faut payer plus de personnes qui pourraient les accompagner pour qu'ils respectent encore plus les policiers. Mais si, c'est ce que vous nous démontrez depuis tout à l'heure. Vous dites qu'il faut plus de moyens. On écoute beaucoup. Non, vous écoutez pas. Moi, je fais des propositions. Vous me dites, les enseignants, ils veulent un monde dans lequel tout serait magnifique et merveilleux. Mais on le veut tous. Je fais des propositions pour avoir un monde magnifique et merveilleux. C'est quoi les propositions que vous mettez en face pour arriver à ça? Bruno Bonnel, et dans quelques instants, Kevin Bossuet, et on rejoindra Mathieu Vallée. Non, mais on en a fait beaucoup des propositions. Quand on fait les classes à 12 au CP pour que justement il y ait plus de gamins qui ne décrochent pas scolairement et qui rentrent dans des processus éducatifs, vous êtes d'accord? Oui, et ça se passe mieux? D'accord. Ça se passe ou alors il y a des gamins au CP qui sont déjà en train d'agresser les profs parce que c'est des islamistes. Ça se passe. Non, vous voyez, mais c'est la caricature. Mais oui, mais non. Mais oui, caricature. Mais oui, la caricature dans mais vous savez quoi là? C'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang. J'essaye de vous montrer à quel point c'est ridicule de traiter les problèmes comme ça. Et je pense que ça le montre. Allez-y. Je pense que quand on fait ce genre de propositions, on progresse, on fait progresser les générations. Moi, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est que ça va prendre du temps parce que les dégâts, ils sont là depuis longtemps. Depuis très longtemps. Donc c'est pas la faute de la gauche, de la droite, du centre, du haut, du bas. Les dégâts sont les problèmes sont mis sous le tapis depuis très longtemps. Voilà, la dégradation a été lente. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par ces images, etc., on s'aperçoit que qu'il y a des phénomènes comme ça qui deviennent publics et qui choquent l'opinion. Mais fondamentalement, ça va prendre du temps de restaurer cette chaîne et d'autorité et de civilité. Pour conclure, Kevin Bossuet. Écoutez, apparemment, Monsieur Léaumont connaît mieux que moi mon métier. Finalement, c'est ce que je veux. Donc, c'est très bien de parler au nom des professeurs, mais il faut peut-être se renseigner un petit peu parce qu'on ne veut pas ça. Nous, on veut en effet des classes qui soient calmes et une ambiance de classe au sein de laquelle on peut travailler convenablement. Donc, le problème aussi, c'est le rôle des parents parce qu'on ne l'a pas évoqué cela. Parce que quand l'instruction n'a pas été faite au sein de la sphère familiale, finalement, l'éducation devient complètement impossible. Alors, il ne s'agit pas de jeter en pâture toutes ces mamans qui parfois on travaille énormément, travaille la nuit, ces familles monoparentales qui ont du mal en effet à joindre le debout. Il s'agit simplement de pointer du doigt en effet tous ces parents qui sont en pleine démission. On les convoque parce que leurs enfants en effet font quelque chose de mal, ils ne viennent même pas aux convocations. Donc à un moment il y a une proposition qui est claire, supprimer toutes les aides sociales pour les parents qui ne jouent pas leur rôle. Jean-Michel Blanquer l'avait proposé. Peut-être. Alors en tout cas, mettons les gens dans la pauvreté en plus des problèmes qu'ils ont déjà. Génial. Ça va régler. Je ne suis pas d'accord, soyons clairs. Non, mais ça va régler le problème. On l'a vu ce soir ensemble. C'est une panoplie d'instruments qu'il faut. On l'a vu ce soir ensemble, on peut tous dire la première, des jeunes homos agressés, un enseignant aussi agressé, sentiment d'insécurité diront certains, le quotidien aussi des policiers. C'est dramatique, on vous le raconte presque tous les jours sur l'antenne de CNews. Regardez. Bavure policière! Bavure policière! De voilà grosse boulette! Boulette! Voilà, fort! Je suis contre les balles. Ouais, je conseille pas, ça vient d'où, wesh? Ah! Ah, elle est tombée! Wesh! Voilà! Bonsoir Mathieu Vallée, vous êtes porte-parole et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo, Mathieu Vallée ? Le lundi 4 octobre, donc il y a une semaine, on a eu des policiers de Boulogne-Billancourt qui ont voulu interpeller cet individu qui était présumé auteur d'un refus d'obtempérer, que les policiers connaissent bien d'ailleurs, et pour son parcours de délinquant et pour les faits habituels qu'il commet. Et en fait, il a pris la fuite par le comportement que vous voyez sur les vidéos, avec la provocation qui va bien avec les smartphones qui ne savent pas filmer pour informer, mais pour provoquer et harceler les policiers. Après, il a pu être interpellé et puis... Malheureusement, une fois de plus, la décision de justice, elle n'est pas à la hauteur des actes que vous voyez sur la vidéo, c'est qu'il a pris un stage de citoyenneté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous avait dit que le rappel à la loi était supprimé parce qu'il n'était plus efficace. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de pragmatisme et de réalité dans les tribunaux par rapport à ce que les individus prennent comme sanction pénale lorsqu'ils commettent des faits. Là, vous voyez, on est en train de substituer le rappel à la loi par des stages de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on dit à des jeunes qui sont souvent enquistés dans la délinquance, c'est pas bien ce que vous faites, il faut respecter l'uniforme, il faut respecter les institutions. Donc on voit bien que c'est pas à la hauteur des enjeux que notre société rencontre et malheureusement, qui c'est qui paye le lourd tribut de ces décisions qui ne sont pas à la hauteur? C'est les policiers sur le terrain et plus généralement, c'est les victimes qui, elles, n'ont que la police pour les sauver et les protéger.
Mathieu Vallée, la question est centrale aujourd'hui parce que certains essaient de dire oui, ce n'est pas la faute à ces jeunes, ils sont mal accompagnés, ils sont parfois mal encadrés. On a vu agression d'un jeune homosexuel dans une banlieue dans l'Essonne, d'une professeure, des policiers qui sont agressés souvent par cette même catégorie de jeunes. Je ne dis pas bien tous les jeunes, mais certains jeunes. Pour vous, le problème, il est où? Certains disent c'est l'école, c'est les parents, il n'y a plus de filtre finalement. Ces jeunes que vous interpellez tous les jours, ils vous disent quoi au quotidien? Ils sont perdus? Ils s'en foutent complètement? Ils sont contre la République? Non, voilà, c'est une grosse question que vous me posez. Oui, hein. Mais elle est centrale. Il y a tous les acteurs que vous évoquez qui ont leur rôle à jouer. Hein. D'abord, vous savez que l'école, l'hôpital et les policiers sont dans la même galère. C'est-à-dire qu'on met les jeunes recrues de sortie d'école dans les postes les plus compliqués et qu'ils sont confrontés tout de suite à la misère, à la détresse humaine, à la délinquance qui est parfois enquistée. Il y a une partie des jeunes qu'on interpelle qui ne recommettent pas des exactions ou des violences. Hein. C'est ces jeunes qui sont interpellés une fois et à qui ça sert de leçon. Et on a ces 5% de délinquants qui sont souvent jeunes, qui commettent, de multirécidivistes, qui commettent 50% d'actes de délinquance. Donc on voit bien que la société aujourd'hui n'arrive plus à mettre hors état de nuire cette minorité qui crée une gêne majoritaire au sein de notre société. Et le but, c'est pas de dire qu'on incarcère tout le monde, c'est que déjà, il faudrait commencer par incarcérer ces 5% de multirécidivistes et on aurait déjà la moitié de la délinquance qui tomberait parce qu'il faut avoir l'ambition de créer des places de prison, il faut avoir l'ambition de prendre des sanctions pénales à la hauteur des faits qu'on leur reproche et pas attendre qu'ils commettent 10-20 infractions parce que le sentiment d'impunité grandit et derrière, on a des individus, des jeunes souvent qui recommencent et qui créent des troubles à l'ordre public et qui créent des nouvelles victimes et c'est à elles qu'il faut penser aujourd'hui. Je ne sais pas si sur le plateau on sera d'accord avec moi, monsieur Léaumont, je pense qu'on peut être d'accord pour ça. On a un code de procédure pénale qui ne protège ni les mises en cause et qui ne fait non plus ni la protection des victimes. On a un carcan aujourd'hui qui fait que le policier n'arrive plus à enquêter, il fait de la paperasse et qu'on a des services de police submergés par les procédures. Et c'est pas la suppression des brigades anticriminalité qui changeront la donne parce que les brigades anticriminalité, par exemple, elles permettent d'interpeller en flagrant délit des auteurs de vol par effraction, c'est-à-dire des cambriolages, des auteurs de vol avec violence, c'est-à-dire par exemple des jeunes individus qui volent une grand-mère avec un téléphone portable. Donc il ne faut pas limiter des unités de police à des missions particulières. C'est un ensemble de missions que nos policiers font. Et vous voyez, malgré ces images, malgré cette violence, malgré finalement cette haine et cette provocation au quotidien, nos collègues ne lâchent pas le terrain. Merci Mathieu Vallée. Merci. Vous restez avec nous. Vous pouvez écouter bien sûr les réactions en plateau. Il vous a interpellé, Antoine Léaumont, Mathieu Vallée. Vous pouvez lui répondre assez rapidement. Il nous reste très peu de temps malheureusement. C'est parce qu'on a une histoire avec Mathieu Vallée. On se retrouve souvent sur des plateaux. Il y a des fois où on a des points de désaccord et des fois des points d'accord. Oui. Là, en l'occurrence, c'est un. Mais en même temps, sur les bacs, il n'a pas forcément tort, Mathieu Vallée, ce soir. C'est un point de désaccord. Moi, je suis pour qu'on augmente drastiquement les moyens de la police judiciaire et qu'on dissolve les bacs parce que je considère qu'il vaut mieux. Mais c'est un de nos points de désaccord fondamentaux. Mais qu'il vaut mieux de la police qui est chargée de faire de l'enquête plutôt que du flagrant délit. Ah bon? Après, oui. D'accord. Après, bah oui, parce que si on veut démanteler les gros réseaux, le trafic d'armes, le trafic financier, le trafic de drogue, il faut davantage de police d'enquête. Pardonnez-moi, Antoine Léaumont, celui qui m'agresse dans la rue, s'il peut être interpellé par la BAC, je suis content. Hein. Non, mais monsieur Léaumont, je vous réponds juste sur ça. Rapidement, Mathieu Vallée. Ça va très vite. Quand vous avez des voyous, des dealers qui occupent un hall d'immeuble, on ne peut pas attendre que la police judiciaire démantèle un réseau qui prend 2 à 3 mois. Il faut qu'on puisse aussi, c'est les deux jambes, les gros réseaux, les gros bonnets, et aussi ces voyous du quotidien, parce qu'on ne peut pas dire aux habitants des quartiers, la PJ enquête, ça va prendre 1 mois, donc pendant 1 mois, vous avez des individus qui sont dans votre hall d'immeuble. Il faut les deux. Voilà, mais rapidement. Donc, moi, je veux juste, il y a un point sur lequel finalement, peut-être que des gens sur le plateau vous auraient accusé d'être dans la culture de l'excuse, parce que vous avez dit, enfin, c'est pas moi, hein, moi je vais pas vous dire ça, mais vous avez dit qu'il y a les mêmes configurations pour tous les gens du service public, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à la police, qui se retrouvent dans des quartiers dans lesquels il y a une concentration de la misère et de situations de pauvreté. Et je considère effectivement que c'est un problème et que si on veut résoudre une partie des problèmes, il faut faire en sorte que ces situations de misère et de pauvreté, on les brise. Mais comment les briser? Pas seulement par des questions de logement, etc. Aussi par des questions de salaire, de moyens, de création d'emplois. Merci. Et de sortir les gens de cette situation. Constance Le Grip, Bruno Bonnel et Kevin Bossuet, un mot pour terminer. Oui, alors un mot pour terminer. Il faut considérablement renforcer les peines prononcées à l'encontre des agresseurs, des membres des forces de l'ordre. Hein. Ça, c'est quelque chose que nous, les Républicains, on avait eu de cesse de demander depuis le début du quinquennat, en déposant des amendements, en intervenant, etc. Il y a une légère avancée, c'est vrai, je le concède, dans un projet de loi
tout récemment, en première lecture. Loi pour ça, non, pas exagéré. Non, le renforcement des sanctions. Rapidement, s'il vous plaît, je vous dis rapidement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une très tardive prise de conscience, mais elle arrive. Elle arrive enfin. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait ma grand-mère. Voilà. Bruno Bonnel. En attendant l'ensauvagement d'une partie de la société, il est là et bien là. Rapidement, s'il vous plaît, on est en retard. Je vais aller très vite, vous dire simplement, le policier qu'on a entendu a dit quelque chose d'important. Ce sont des voyous. Donc appelons un chat un chat. Des voyous, ce sont des gens qui sont délinquants, qui se mettent hors de la société, ils doivent être arrêtés et sanctionnés, surtout quand ils sont multirécidivistes. Il n'y a aucune excuse à ce que des gens aient cette attitude de toute façon. Arrêtons de penser qu'il y a d'un côté les gentils et de l'autre côté les trop gentils. Il y a des répressions à faire. Il faut en finir avec ce renversement des valeurs qui vient de mai 68. Quand un enseignant se fait insulter, c'est de la faute de l'enseignant. Quand un policier se fait agresser, c'est de la faute du policier. Ben non, à un moment, c'est bon, rétablissons l'autorité des fonctionnaires et remettons les choses dans l'ordre. Merci à vous quatre d'avoir partagé ce plateau. Voilà, alors vous l'avez vu, vraiment, c'est une émission caricaturale sur le plan de l'organisation. J'espère néanmoins que ce que j'ai dit dans cette émission vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis enfin, comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je veux bien avoir votre avis sur cette émission dans son ensemble pour voir si vous avez eu le même ressenti que moi en la regardant. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!